Moscou s'amuse, Moscou délire. Sa jeunesse dorée se retrouve dans des clubs à la mode comme le Strelka. Ici, tout le monde semble avoir oublié que le pays est en guerre. Moscou, ce n'est pas toujours la fête. Il y a beaucoup de Moscou différentes. Mais nous, dans le domaine des arts, les gens de la mode, nous vivons dans notre bulle sociale, comme si nous étions coupés du monde, comme s'il ne s'y passait rien. En un mot, on se coupe de tous les processus géopolitiques. Et tous ceux qui réfléchissent un tant soit peu en sont parfaitement conscients. Ils sont informés, mais ils font comme si rien ne se passait autour d'eux, à l'extérieur de leur bulle. Et ceux qui n'ont pas de cerveau, ils ne remarquent pas ce qui se passe dans le monde. Voilà, c'est ça. Alexandre Radaïev est habitué de ce genre de soirée. Il dirige un média culturel et historique en ligne. Il est un peu l'intello dans ce milieu qui n'a pas changé son mode de vie en près de 4 ans de guerre. Et quand on lui demande si ce genre de scène pourrait choquer les Ukrainiens, c'est lui qui est gêné. C'est une question très étrange. Je préfère ne pas faire de commentaires là-dessus. Mais il ne voudrait pas passer pour quelqu'un d'insouciant. Il a conscience de ce qui se joue sur le front de la guerre. Je crois qu'il est possible, par nos actes personnels, de chercher à atténuer ces malheurs et ces souffrances qui ont malheureusement été de tout temps un moteur de l'humanité, même si les gens ont toujours essayé aussi de ne pas y penser, d'oublier. Le bar Strelka est dans le complexe de l'ancienne usine Octobre Rouge, sur les rives de la Moskova, là où il y avait le siège de la télévision indépendante Dojd, fermé quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, parti en exil à Riga. Ne pas trop penser à ce qui a été décidé au Kremlin en février 2022, voilà l'image de Moscou aujourd'hui. Alexandre Radaïev est resté en Russie alors qu'environ 1 million de personnes ont quitté le pays, beaucoup de jeunes diplômés. Oui, la vie continue. Et vous m'avez demandé pourquoi ne pas être parti. Parce que dans la vie, tu ne peux pas toujours être en révolte. Tu ne peux pas toute ta vie fuir des situations qui te sont inconfortables. À un moment, tu dois te dire « arrête-toi ». Tu ne peux plus courir. Tu dois composer avec la réalité qui t'est donnée et construire ta propre vie dont tu es le héros, un personnage actif et pas seulement un lapin en fuite. Et face au Kremlin, la question de la liberté d'expression s'impose. Il rappelle que les médias russes sont interdits dans l'Union européenne. Je sais parfaitement que de nombreux pays européens imposent des limites à ma liberté d'expression sur Internet, avec des sujets tabous qui peuvent être abordés ici en Russie autour d'une table. Mais il est tout aussi évident qu'il existe en Russie des thèmes qui ne sont pas confortables à aborder. Tout au long de ce reportage, il en sera ainsi. Ceux qui sont restés et sont contre la guerre craignent à raison de parler ouvertement. Soit ils refusent de nous rencontrer, soit ils répondent de façon évasive comme Alexandre. Il y aurait aujourd'hui en Russie plus de 1700 prisonniers politiques. Certains croupissent dans les prisons depuis des années. D'autres y sont morts comme Alexei Navalny, qui était très suivi par la jeunesse. Difficile dans ces conditions de prendre le pouls de la Gen Z russe. Cette génération qui a moins de 30 ans, qui n'a connu que Vladimir Poutine au pouvoir, qui a voyagé à travers le monde et qui vit dans un pays en guerre avec le Z de l'armée russe en Ukraine comme symbole. Dans la rue Arbat, vitrine touristique de Moscou, il y a toujours le mur tagué à la mémoire du chanteur légendaire Viktor Tsoï, symbole de la contestation en URSS. 35 ans après sa mort accidentelle, il reste un symbole d'une époque où la Russie s'ouvrait à l'Occident.
городе не жители на выселках, камнем лежать, или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. En Russie, rien n'est interdit. Quelles chansons sont interdites? Chez nous, rien n'est interdit. Moi, je chante ce que je veux. Qui va m'interdire de chanter ici? Je chante ici depuis 25 ans. 25 ans que je chante ici et personne ne m'a jamais rien interdit. Les esprits sont conditionnés pour soutenir la guerre. Là, ce sont des photos pour dénoncer la dégradation des monuments soviétiques en Ukraine et dans les ex-pays satellites. Des jeunes venus de Sibérie s'arrêtent devant. Ce n'est pas très agréable de voir ça, ce qui se passe. Ce qui est fait aux monuments, aux libérateurs. Les libérateurs, les héros de l'Union soviétique, quand le monde entier était en mauvaise posture, on était unis, ensemble, amis. Et aujourd'hui, ils ne respectent plus ce passé. C'est difficile à regarder. Oui, nous avons une autre relation aux monuments. En Russie, il y a du respect. Pour nous, la flamme éternelle brûle toujours. On dépose des fleurs pour le 9 mai, le jour de la mémoire, le jour de la victoire. Et c'est affreux de voir ces photos ici. C'est très désagréable à regarder. Près de la place Rouge, en ce week-end de décembre, il y avait le Salon du Livre. C'est peut-être ici que se trouve le cerveau de la machine qui doit convertir les esprits à la guerre. Un écrivain très populaire, Alexandre Prokhanov, y présentait son dernier livre. Il est un soutien à l'invasion de l'Ukraine. Dans le public, il y a notamment un certain Alexandre Zaldostanov, le chef des Loups de la Nuit, ce groupe de motards proche de Vladimir Poutine. Au stand de l'Institut de géographie, on y vend un puzzle de la carte de la Russie qui a déjà intégré les territoires pris à l'Ukraine, la Crimée depuis 2014 et maintenant Donetsk, Lugansk, Zaporozhye et Kherson. On ne peut pas avoir d'autres cartes. Pourquoi? Parce qu'on nous mettra en prison. Ce serait contraire à la loi. La puissance retrouvée, la nostalgie de l'URSS, voilà des thèmes dans l'air du temps. Mais il y a encore des éditeurs et des lecteurs qui essayent avec prudence d'échapper à ce récit patriotique. Moi, j'ai terminé mes études universitaires à une époque où cette question n'était pas si actuelle. Maintenant, j'ai 27 ans. Mais c'était il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, c'était une toute autre histoire. Pas comme maintenant. Maintenant, je ne peux pas parler du présent. Le ministère de la Défense a sa maison d'édition, l'Étoile Rouge. La demande augmente, tant mieux. Les gens ont commencé à s'intéresser à l'histoire militaire parce que l'actualité l'impose, malheureusement. Les gens se sont tournés vers l'histoire et c'est très bien. Le plus important, c'est cet amour génétique pour la patrie, pour sa défense. Bien entendu, c'est de la propagande, mais une propagande bienveillante et juste. Oui, c'est ça, une propagande juste et bienveillante. Et ils ont même édité des cahiers à la gloire de ceux qui se battent en Ukraine. Ce sont des vrais héros, les héros de l'opération militaire spéciale. Des gars modernes, vrais, qui défendent la patrie, qui défendent les intérêts de notre pays. Les enfants étudient, lisent et comprennent qui sont les vrais hommes, qui sont les vrais héros. Ces héros, ils sont célébrés chaque 9 décembre à travers tout le pays, comme ici à Kostroma, à 350 km au nord de Moscou, sur les rives de la Volga. Anton Khailov débute cette journée par une première cérémonie. C'est le jour du souvenir de nos héros de la patrie, qui ont donné leur vie pour notre liberté, pour notre pays, comme l'ont fait nos aïeux.
et comme le font les jeunes qui se battent en ce moment sur le front. L'histoire se répète aujourd'hui, comme il y a 80 ans. À 25 ans seulement, il est déjà un vétéran de la guerre en Ukraine. Il a été à Mariupol et il a piloté des drones sur le front. Il est un pur produit du système dont il adopte toute la rhétorique. Les livres, c'est une chose. Un cours sur l'histoire de la Grande Guerre patriotique, c'est bien sûr nécessaire. Mais quand tu déposes des fleurs par un temps aussi froid, tu fais un effort qui t'aide à garder le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour nous. Deuxième étape de cette journée, le cimetière militaire. Entre 250 et 300 000 soldats russes sont morts en 4 ans. Le président ukrainien a même avancé le chiffre de 33 000 Russes tués pendant le seul mois de décembre 2025. Les jeunes sont une nouvelle fois convoqués pour une cérémonie. Anton y représente le mouvement de la jeune garde du parti au pouvoir, Russie Unie. Nous tissons des filets de camouflage, nous faisons pousser des légumes pour en faire des soupes déshydratées. Dans les écoles primaires, nous parlons aux enfants des héros de la Grande Guerre patriotique et de l'opération militaire spéciale. Cette journée, elle rappelle à chacun de nous l'importance d'être un homme, un vrai patriote, d'être digne de soutenir ceux qui ont besoin d'aide. Soyons dignes de la mémoire de nos héros, soyons un exemple pour les générations futures et faisons tout notre possible pour que la Russie reste forte, libre, un pays florissant. L'exploit et le sacrifice, c'est peut-être dans nos gènes. Si on regarde notre histoire, l'histoire de l'Empire russe, celle de l'Union soviétique ou de la Russie contemporaine, nous avons toujours eu des conflits. Quelqu'un nous a toujours attaqués. Et nous nous sommes toujours défendus. Oui, nous avons toujours défendu notre pays. C'est pour ça que c'est entré dans nos gènes. Troisième étape de ce marathon mémoriel, une salle de spectacle de Kostroma où les jeunes étaient invités par l'armée à rencontrer ces héros de la Russie contemporaine. Peut-être pour en convaincre certains de s'engager, la majorité des soldats qui se battent en Ukraine sont des volontaires, mais il y a eu aussi des enrôlés de force et des prisonniers sortis de leur geôle. Anton assiste à la démonstration de drones. Un petit drone commercial est déjà devenu une arme. Tout petit, il sait déjà manier une Kalachnikov. Laisse-moi te montrer. Regarde s'il te plaît. Ici, il faut enfoncer et puis maintenant sortir. Je sais, je fais juste autrement. Oui. On On ne peut pas parler d'une militarisation. Peut-être faudrait-il parler de, comme nous le disons, de patriotisme, de solidarité et de participation à la mobilisation actuelle. Et je crois que la mission de la Russie aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a une base solide et qu'il faut en tenir compte. Et la Russie se porte garante de relations pacifiques, solides, bienveillantes, à condition que tout le monde y soit prêt également. La patrie, sa défense, sa fierté, le sacrifice pour elle, la grandeur retrouvée, la puissance affirmée, la génération Z est conditionnée. La machine tourne à plein régime et le système tient bon. Le soutien à Vladimir Poutine est réel et malheur à ceux qui ne sont pas d'accord. Les valeurs traditionnelles sont relayées par l'Église orthodoxe, qui marche main dans la main avec le pouvoir. Des jeunes comme Anton ont été choqués par la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Ils rejettent le mariage pour tous et la non-binarité. Résultat, ils se sentent de plus en plus éloignés de cet Occident qu'ils considèrent comme décadent et acceptent le grand virage pris par la Russie vers l'Asie. Pour parler politique, quand le président dit que nous sommes tournés vers l'Orient, mais on y a toujours été, peut-être que ce concept a été décidé en haut lieu, que c'est de la propagande, oui peut-être. Mais le fait est que la jeunesse n'a plus ce rêve, voir parier mourir, alors qu'avant c'était ce que l'on disait.
S'il y a bien une ville en Russie qui affirme son identité européenne et sa différence, c'est Saint-Pétersbourg. Construite comme une fenêtre vers l'Occident, la deuxième ville du pays, celle de Vladimir Poutine, est-elle en train de tourner le dos à son passé? Dans cette ville culturelle par excellence, Elena, 25 ans, venue de Samara, étudie la sculpture à l'Académie des Beaux-Arts, un lieu à part sur les rives de la Neva. Ce que je ressens quand j'entre dans ces murs, un sentiment de liberté. Parce que si ce bâtiment a survécu à tant d'événements, à des époques différentes, c'est qu'il y a des réponses et des solutions à tout. Comme si les étudiants y étaient plongés dans un cocon qui les protège de tout ce qui se passe à l'extérieur, la guerre en Ukraine semble être à 1000 lieues. Quand j'étais plus jeune, je peignais depuis longtemps. Et pendant 3 ans, j'ai tenté d'entrer ici à l'Académie des Beaux-Arts en section peinture. Et après avoir raté à 3 reprises le concours, je crois que c'est le destin, j'ai essayé en sculpture. Je sculptais dans mon coin, juste comme ça. Et j'ai réussi à entrer dès la première tentative. L'Académie des Beaux-Arts, vitrine d'un pays dont les relations culturelles avec l'Occident sont réduites au quasi-néant. Pour la génération d'Elena, le choc a été dur, mais elle préfère relativiser. Depuis 2022, bien sûr que tout est devenu plus difficile. Mais je pense que la Covid a aussi eu une grande influence. Mais on ne peut pas le nier, ça a rendu les choses un peu plus angoissantes. Oui, on pense aux conséquences que cela peut avoir sur chacun. Mais je tiens à dire que les échanges culturels sont encore possibles. Et comme je suis ici, à l'Académie, je le constate de mes propres yeux. On s'est déjà habitué à la forte présence d'étudiants venus de Chine. Alors, est-ce plus difficile? Honnêtement, oui. Mais est-ce encore possible? Absolument, tant que les gens sont ouverts les uns aux autres. Et c'est d'ailleurs ce qui nous porte. À la cafétéria, ce petit monde se côtoie, mais devant une caméra venue d'Europe, on n'en dira pas plus. Elena convient juste qu'il serait étonnant de tourner complètement le dos à la culture venue de l'Occident, car elle est fondatrice de l'identité de Saint-Pétersbourg et de la Russie moderne. Je ne dirais pas qu'il y a une tendance à la fermeture complète. Il y a plutôt une tendance à réinterpréter, à voir différemment ce qui a été emprunté à l'Europe et qui est fondateur ici. Mais ce n'est pas une fermeture totale. Si on le faisait, on irait vers quelque chose de complètement différent. Et comment faire cela alors que nous nous trouvons littéralement ici, dans le temple de l'art, qui s'est construit en étant tourné vers l'Europe? Et le rêve d'Elena, c'est d'aller à Paris, voir la victoire de Samothrace, même s'il n'y a plus d'échanges universitaires, même s'il est difficile de voyager en Europe pour les Russes. Je rêve d'aller au Louvre voir l'original, parce que je pense que cette sculpture est le meilleur de tout ce que j'admire. Et depuis des générations, on l'aime pour ça. Faire mieux que ça, c'est impossible. C'est vrai, tout y est. Une des traditions de Saint-Pétersbourg, ce sont les jeunes qui chantent le long de la perspective Nevsky, la grande avenue. Tout pourrait sembler banal s'il n'y avait pas ces policiers qui restent là à écouter le groupe Ava. À 21 ans, la chanteuse est parfaitement consciente qu'il y a des limites à ne pas franchir. Oui, c'est dangereux de chanter. Une loi est sortie, on n'a pas le droit de tout jouer. On essaye de lutter contre ça, on sort quand même. Moi, ça fait 5 ans que je chante dans la rue. Et les textes, comment vous choisissez les textes? Avec beaucoup de précautions, bien sûr. On choisit toujours des chansons qu'on a le droit de chanter. Voilà, c'est comme ça. La situation est encore plus difficile depuis qu'en octobre dernier, une jeune chanteuse de 18 ans, Naoko de Saint-Pétersbourg, a été arrêtée pour avoir organisé des rassemblements de jeunes qui se retrouvaient pour chanter des chansons défavorables au régime. Le phénomène a pris de l'ampleur sur les réseaux. Elle a été condamnée à 13 jours de prison et une amende pour trouble à l'ordre public et discrédit de l'armée.
Je ne veux pas en parler, c'est comme ça. Je n'en parlerai pas. Parmi les chansons reprises par Naoko, il y avait Это было в России. C'était en Russie, sorti en 2024. Titre nostalgique du pays avant, comme un rêve qui reste et qui ne pourra être volé. La chanson n'est pas interdite, mais ces rassemblements dérangent les autorités qui ont laissé Naoko quitter le pays. À l'autre bout de la perspective Nevsky, près de la gare de Saint-Pétersbourg, un autre groupe de jeunes reprend d'autres titres. Et pour eux, provoquer les autorités pour terminer en exil à l'étranger n'est pas une solution. Tous ceux qui sont partis, je crois qu'ils n'arriveront à rien, parce qu'ils n'ont plus de papier, ils n'ont plus de nationalité et ils ne représentent rien là-bas, comme ici en Russie. Bon, c'est juste ce que je pense personnellement, c'est mon avis. Moi, je pense que pour ceux qui sont partis, la Russie reste quand même leur maison, un pays aimé, malgré le fait qu'ils aient dû le quitter avec ce qui arrive. Mais la Russie leur manque. Et c'est pour ça que cette chanson est devenue un hymne pour ceux qui ne sont pas ici en ce moment. Parce qu'elle parle de l'amour de son foyer. Voilà. L'arrestation et le procès de Naoko sont révélateurs d'un système qui s'enferme dans la répression. Mais la vie culturelle ne s'est pas arrêtée. Et les jeunes occupent les espaces qui leur sont autorisés, comme ce club, dans un quartier typique du centre de Moscou. Une scène et une librairie côte à côte. Le groupe Miss Prosnoïa est composé de 5 garçons. Ils ont autour de 20 ans et font preuve d'une certaine maturité. Pour moi, la musique est toujours liée à la politique. Mais en ce moment, il est impossible de savoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit. On ne sait pas bien. Certaines personnes sont touchées, d'autres non. La direction que prend la création artistique depuis le début de la guerre, c'est compliqué. Comment dire ? On essaye de sauver le monde par des chansons, mais je vois bien qu'on n'y arrive pas. Les chansons cessent d'être des chansons parce qu'elles deviennent des manifestes. Des jeunes artistes désorientés qui pèsent leurs mots pour ne pas avoir de problème. Ils sont comme tétanisés. Pour le moment, la génération au pouvoir tient le pays et sa jeunesse. Le régime neutralise les opposants les plus virulents en les emprisonnant ou en les laissant partir. Ceux qui sont restés ne bougent plus, ne se révoltent pas. Vladimir Poutine fera tout pour ne pas décréter une mobilisation générale et envoyer les jeunes au front. Les soldats russes qui meurent en Ukraine sont principalement des volontaires bien rémunérés. C'est le prix à payer pour un régime qui, après 4 ans de guerre, a toujours les moyens d'acheter une relative paix sociale.